Mesdames et messieurs, bonjour. Je crois que je ne l'ai jamais dit, mais il y a quelque chose qui fait plaisir, c'est la fidélité du public. Et donc, merci d'être là pour suivre avec moi ces tours d'horizon variés sur la transition énergétique. La semaine prochaine, on reviendra sur la question électrique. D'ailleurs, je parlerai de quelque chose qui est très important pour la France, qui est le texte de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Je vous raconterai certaines histoires étonnantes. Là, nous continuons avec le CO2. Alors, la semaine dernière, ce CO2, on l'a capté, ou capturé. À nouveau, j'ai dit que je ne savais pas si on disait captage ou capture. Mais on l'a capté et maintenant on va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Alors ce qu'on en fait, c'est de la chimie. Il y a de multiples approches, je l'ai évoqué déjà dans des introductions sur les carburants de synthèse ou carburants durables. Et donc je vais parler de quelques molécules qui sont importantes dans ce contexte, molécules dérivées donc du CO2. Alors, ça, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière, je le rappelle. Pour faire de la transformation du CO2, il en faut du CO2, donc il faut le capter. Et j'avais évoqué un peu des ordres de grandeur de chiffres qu'il faut avoir en tête pour la suite. D'ailleurs, des chiffres qui est ce qu'on peut éventuellement capter comme CO2, confronté à ceux dont on a besoin pour remplacer les fossiles dans un certain nombre d'usages. Donc il faut que les choses corrèlent un peu, et pour avoir une idée de où est la limite. Est-ce que c'est la limite dans le CO2 disponible, ou la limite c'est dans l'énergie à dépenser ou d'autres choses. Et donc je rappelle ceci, les quelques grands chiffres qu'on a, c'est si on vise les émissions par l'industrie, l'industrie ça contribue à peu près à 70 millions de tonnes de CO2, donc théoriquement on a cette quantité-là à récupérer. Bon, en réalité, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on peut aussi, c'est ce que j'avais indiqué la dernière fois, il y a des objectifs qui ont été fixés par l'Union européenne pour l'Europe. Si on traduit pour la France ce que ça veut dire, on fait une règle de 3, eh bien c'est à peu près 50 millions de tonnes en 2050. Comme je l'ai dit la dernière fois, souvent ces objectifs européens ne sont pas très réalistes. Donc il n'y aura sûrement pas 50 millions de tonnes qu'on captera à ce moment-là. Par exemple, j'ai aussi donné ce chiffre. Là, on descend à 40 millions de tonnes. C'est si on prend les 50 sites les plus émetteurs en France. Ça fait 40 millions de tonnes. Et puis, il y a un certain nombre d'éléments politiques. La SNBC, le texte de la SNBC, donc ça c'est l'expression publique, politique. C'est la stratégie nationale bas carbone. Et là, vous voyez, on arrive à 4,8 millions de tonnes et 15-30 millions de tonnes. Alors, 4,8 en 2030, 15-30 millions de tonnes en 2050. Sachant que, pour le moment, on ne capte rien. J'ai mentionné à plusieurs reprises le rapport du Haut Conseil pour le climat. Et là, un peu moins ambitieux en 2030 et puis à peu près comparable en 2050. Donc si on regarde 2050, bon, entre 15 et 30 millions de tonnes, ça paraît des choses, en tout cas, qu'on s'est fixées, voilà. On ne pourra pas faire au-dessus, probablement, on fera sûrement moins, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur sur lequel on peut réfléchir. Voilà, donc, multiples façons d'utiliser ce CO2. Je vais parler d'une chose, c'est la réaction avec l'hydrogène. Pour faire des molécules intéressantes. Et il y en a une dont je vais parler abondamment, c'est le méthanol, parce que je pense que le méthanol est une molécule qui va jouer un rôle majeur dans l'industrie de demain, enfin d'une industrie donc, avec un carbone non issu de fossiles.
Et on a la grande chance d'avoir ensuite Christophe Copperet, qui est professeur à l'ETH, à Zurich. Merci Christophe. Christophe est véritablement un leader dans la recherche de catalyseurs pour faire ce type de réaction, en particulier l'hydrogénation du CO2 en méthanol. Il vous parlera des techniques les plus récentes, les plus modernes, les plus ambitieuses pour découvrir ces catalyseurs. Il travaille aussi en collaboration avec des industriels, parce que quand même, toutes ces recherches, il faut qu'elles arrivent sur le marché à un moment donné, et ça ne passera que par, évidemment, ce lien entre le monde académique et le monde industriel dont j'ai souvent parlé. Voilà. Alors, la base de tout ça, c'est quoi? C'est des questions, justement, de où sont les énergies dans ces molécules. Où est l'énergie chimique? Alors ici, je veux juste vous dire deux, trois choses qui sont importantes à comprendre. C'est si vous considérez une échelle énergétique, donc les molécules les plus énergétiques en haut, les moins en bas, et le lien avec l'état d'oxydation du carbone, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les molécules les plus réduites, hein, moins 4, c'est le méthane hein, par exemple, les plus réduites, eh bien, c'est toutes les molécules qui sont issues des fossiles, pétrole, gaz, méthane, donc c'est tout en haut. Donc ça, c'est très très riche en énergie. Et la molécule carbonée la moins riche en énergie, elle est tout en bas, c'est le CO2. Voilà, et là, le degré d'oxydation du carbone, c'est plus 4. Et donc, vous voyez que, et par contre, tous les produits qui nous intéressent ici, les carburants qu'on met dans nos voitures, nos avions, tous les polymères, tous les plastiques, tous les produits carbonés de l'industrie, ils sont à peu près là. Vous voyez, ce sont des molécules où le carbone est significativement réduit. Et que donc, pour passer du CO2, c'est ce qu'on veut faire à toutes ces molécules-là, on ne va pas le faire par descente d'énergie à partir du pétrole, puisqu'on ne veut plus faire ça. On va le faire par introduction d'énergie, transformation du CO2 en toutes ces molécules chimiques, carburants, etc., par addition d'énergie sur le CO2. Et donc vous avez bien compris que, autant dans ce cas-là, l'énergie est fournie, autant dans ce cas-là, il faut fournir de l'énergie. Donc quand on parle de CCU, le C, on a compris, c'est la capture, mais il faut bien avoir en tête que c'est un procédé qui demande de l'énergie. Et c'est un peu embêtant parce qu'on veut faire des molécules en dépensant de l'énergie plutôt qu'en en récupérant. Ça change complètement la problématique et c'est absolument majeur. Il faut bien avoir ça en tête. Transformer du CO2, ça demande de l'énergie. Et évidemment, il faut en plus que cette énergie soit bas carbone parce que, évidemment, il est hors de question d'utiliser du gaz naturel pour produire du méthane à partir du CO2. Ça n'a vraiment aucun sens. Voilà, donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette énergie-là? Ça peut être toutes sortes d'énergie, ça peut être de l'énergie électrique, par exemple, et vous avez ce cycle, c'est celui qu'on imagine quand on a réussi tout ça, c'est un cycle dans lequel on récupère du CO2, on le réduit, c'est-à-dire qu'on monte ici avec de l'énergie solaire, éolienne, nucléaire, voilà, de l'énergie bas carbone. On fait des molécules qui servent à l'industrie, au transport, au chauffage. Et évidemment, on les brûle et le CO2 qui est produit ferme le cycle et on continue ainsi de suite. Là, je ne vais pas du tout parler d'utilisation directe d'électricité pour faire ce processus. Je vais parler d'utilisation d'énergie chimique. Et là, il faut revenir sur un autre diagramme qui ressemble un peu au précédent, où là, vous avez un certain nombre de molécules. Donc, vous avez, alors ici, les chiffres qui sont indiqués, ce sont les enthalpies standards de formation. Donc, vous avez CO2 en bas, donc, à nouveau, pour passer du bas vers le haut, il faut ajouter de l'énergie. Si vous passez du haut vers le bas, vous fournissez, vous libérez de l'énergie. Et alors, si vous voulez transformer le CO2 avec une molécule chimique riche en énergie, il faut que vous alliez chercher là-haut et
Et la plus intéressante, c'est l'hydrogène. Tout en haut, c'est la molécule qui a la densité énergétique par unité de masse, malheureusement pas par unité de volume, quand c'est un gaz, la plus élevée. Et donc, si vous faites réagir du CO2 avec de l'hydrogène, vous pouvez obtenir des produits qui sont au milieu, qui ont moins d'énergie que l'hydrogène, mais qui ont beaucoup plus d'énergie que le CO2. Donc, ça, plus ça, vous pouvez faire du kérosène, par exemple, vous pouvez faire du méthane, vous pouvez faire de l'éthanol, du méthanol, voilà. Donc c'est ça le principe. Voilà. Alors, il faut quand même de l'électricité, même dans le cas de l'hydrogène, parce que je ne parle que d'hydrogène vert, d'hydrogène électrolytique, de l'hydrogène qui vient de la transformation de l'eau par électrolyse de l'eau. Et donc, même si ici je vous ai indiqué que j'utilise de l'énergie chimique pour transformer le CO2, cette énergie chimique, ce n'est que de l'énergie électrique que j'ai introduite dans la molécule d'hydrogène par transformation de l'eau en hydrogène. Donc, le méthanol ou l'éthanol ou le kérosène que je vais produire, c'est bien un e-fuel, I pour électrique, parce qu'à un moment donné, cette énergie, elle vient de l'électricité, même si à la fin, l'énergie est chimique, parce qu'elle est contenue dans la molécule d'hydrogène. Voilà. Alors, bon, ça c'est un peu complexe, mais en gros, c'est pour vous dire quel est ce monde intégré dans lequel on a du CO2 qu'on capture, de l'hydrogène qu'on utilise. Bon. Alors, vous avez d'une part le CO2 atmosphérique, j'ai dit qu'on pouvait éventuellement le capter, hein, c'est ce que j'ai appelé DAC, Direct Air Capture. Vous avez les CO2 issus des fossiles que vous voulez capter et vous allez les mettre dans un réacteur pour faire des e-fuels. Ensuite, vous avez aussi besoin d'énergie bas carbone, donc c'est tout le secteur de fourniture de l'électricité. Et comme je l'ai dit la dernière fois, l'idéal, c'est d'utiliser directement l'électricité plutôt que de passer par des intermédiaires de type hydrogène, par exemple, parce que je vous ai bien démontré la dernière fois que les rendements énergétiques sont bien plus intéressants en envoyant l'électricité directement dans les fours électriques pour l'industrie, dans la voiture électrique pour le transport, etc., plutôt que de passer par des fuels qui ensuite on met dans une voiture thermique, dans un four thermique, etc. Ça, c'est l'électrification directe pour tous les usages, industrie, transport, bâtiment. Et là, cette voie-là au milieu, eh bien, c'est au contraire une électrification indirecte. On utilise l'électricité pour donner un intermédiaire qui est l'hydrogène. Et c'est cet hydrogène qu'on met ici avec le CO2 capté pour donner des e-fuels. Voilà le monde dans lequel on espère se trouver un jour, dès lors qu'on veut construire ces e-fuels et toutes ces molécules carbonées. Voilà. Alors, le CO2, on l'utilise aujourd'hui déjà dans l'industrie. On en fait un certain nombre de choses que je vais vous indiquer rapidement. Alors ça, c'est l'utilisation, à peu près, les chiffres qu'on peut trouver, l'utilisation mondiale du CO2, c'est à peu près 230 millions de tonnes par an. C'est beaucoup, et en même temps, évidemment, si on le compare aux 40 gigatonnes par an que nous émettons, ce n'est que c'est moins de 1% des émissions globales, donc c'est pas ça qui transforme le climat. Et vous vous souvenez que 50 millions de tonnes, c'était à peu près ce que j'ai indiqué comme chiffre à l'échelle mondiale du captage du CO2. Alors, ici, c'est juste pour simplifier un petit peu, le CO2, on l'utilise pour deux grandes utilisations. D'une part, la récupération assistée du pétrole. On envoie du CO2 pour faciliter la récupération du pétrole dans les champs de pétrole. Et puis le gros, c'est surtout la fabrication de l'urée, qui est évidemment une molécule clé pour la production d'engrais, évidemment absolument indispensable à l'agriculture. Et vous voyez, l'urée, sa structure est là. Donc vous voyez qu'à partir de cette molécule, vous comprenez qu'il faut à la fois de l'ammoniac, et quand on parle d'ammoniac, on parle toujours de son utilisation en engrais,
et du CO2, puisque le carbone de cette molécule vient du CO2. Bon. Et puis il y a d'autres utilisations de synthèse de tout un tas de molécules, et voilà, des carbonates, hein, vous voyez, ce sont ces molécules, des polycarbonates, hein, ces polymères qui ont certains usages, et puis du méthanol, hein, vous voyez, il y a du méthanol de façon assez significative. Il y a même des toutes petites molécules, comme, enfin celle-là elle est petite, mais je veux dire en quantité de production plus faible, vous voyez, comme l'aspirine par exemple, hein, l'acide salicylique. Voilà, ça c'est l'utilisation aujourd'hui. Et maintenant, ce que je voudrais faire, avant de vous dire comment on fait de l'hydrogénation du CO2, et je vais parler essentiellement aujourd'hui de transformation en méthane d'une part, et d'autre part, transformation en méthanol, je voudrais revenir sur ce calcul de quoi on a besoin, de combien de CO2 on a besoin et de combien d'hydrogène. Et l'hydrogène, je le traduirai en combien d'électricité j'ai besoin, puisque vous vous souvenez que cet hydrogène, je l'ai en dépensant de l'électricité dans un électrolyseur pour faire la décomposition de l'eau. Alors, je commence par le secteur du transport. J'y reviendrai d'ailleurs dans le dernier cours de toute cette série, le 17 décembre. En gros, on est tous à peu près d'accord, je l'ai déjà dit X fois, je le répète, il n'y aura pas tout de suite d'avions à hydrogène ou d'avions avec des batteries, donc on aura besoin de liquide, de carburant liquide, et donc il faudra remplacer du kérosène par du kérosène de synthèse. Et la Commission et le Parlement européen ont établi une feuille de route en imposant que l'aviation utilise avec le temps de plus en plus de ces carburants durables à la place du kérosène fossile. Ça s'appelle ReFuels EU Aviation, et donc c'est donc la règle étant qu'il faut que les carburants durables de l'aviation, alors parfois je dirais SAF, hein, c'est le terme anglais Sustainable Aviation Fuels, soit composé en partie de biocarburants. Alors attention, des biocarburants en excluant les biocarburants de première génération parce qu'ils sont en compétition avec la production alimentaire. Donc on parle de deuxième génération qui est encore plus difficile à faire et de troisième génération éventuellement. Et puis du e-kérosène, donc du kérosène qui vient du CO2. Et voilà, ce qui est dit, c'est qu'en 2025, il faut 2% de SAF dans les avions, en 2035 20%, en 2050 70%, et en 2050 la moitié de biocarburant, la moitié de e-carburant, ça fait 70%, et le reste continue à être encore un peu de kérosène fossile en attendant plus tard où il n'y aura plus du tout de kérosène fossile. C'est ça voilà. Alors, j'ai fait un petit calcul, comme d'habitude, hein, je m'amuse à ça. C'est amusant, mais bon. Aujourd'hui, c'est à peu près 6 millions de tonnes de kérosène que l'aviation française consomme. Ça contient 76 TWh d'énergie. Bon, je fais l'hypothèse que c'est ce qu'on observe hein, aujourd'hui, c'est que l'activité aérienne progresse, et donc probablement il y en aura plus tard. Bon. C'est un chiffre, hein, j'aurais pu prendre 7, 6, bon, c'est 8 millions de tonnes. Et donc j'applique ces pourcentages, et ça fait 2,8 millions de tonnes de kérosène. De e-kérosène. Bon, si je prends cette équation, même si elle n'est pas particulièrement adaptée, parce qu'en fait, bon, ça c'est ce qu'on trouve dans l'essence, dans le gasoil, le kérosène c'est des choses un peu plus lourdes, mais ça revient au même sur le calcul. Vous prenez cette stoichiométrie-là, je fais l'hypothèse très favorable que la réaction a 100% de rendement, ce qui est faux, mais bon, c'est pour simplifier les choses. Et je tiens en compte la densité de cette molécule, 12 kWh par kilo. Et en fait, donc, je fais le calcul que pour avoir 2,8 millions de tonnes en 2050
de e-kérosène, répondant aux injonctions de la Commission européenne, eh bien, il me faut 1,2 million de tonnes d'hydrogène, alors 75 TWh d'électricité, et là aussi, je simplifie en disant ce coût énergétique, c'est 85% pour l'électrolyse de l'eau, et avec des rendements qui sont ce qu'ils sont, en gros 60% pour l'électrolyse de l'eau et transport, enfin, etc. Et captage du CO2 qui a besoin aussi d'énergie, 15%. Bon, faites-moi confiance, c'est à peut-être 75 à 10 TWh près, mais c'est à peu près ça. Ça donne un ordre de grandeur. Et pour faire ces 2,8 millions de tonnes de CO2, eh bien, il me faut, c'est la stoichiométrie qui est là, hein, 7 CO2 pour cette molécule, il me faut 8 millions de tonnes de CO2. Donc vous voyez que rien que pour l'aviation, on est alors, à 1,2 million de tonnes, déjà assez au-dessus de ce qu'on consomme comme hydrogène aujourd'hui, qui n'est pas vert, puisque la France, c'est à peu près 1 million de tonnes, 0,9, 1 million de tonnes d'hydrogène. 75 TWh, à peu près, c'est l'équivalent de 7 EPR. Hein. C'est comme si notre prochain programme nucléaire ne servirait que à la production un peu de e-kérosène pour nos avions. Ça donne tout de suite une idée du problème. Et 8 millions de tonnes, vous vous souvenez, 15 à 20 ou 15 à 30 millions de tonnes de ce qui est potentiel, on est déjà presque à la moitié du CO2 accessible. Voilà, je fais la même chose, même type de calcul, là aussi à 10% près. Pour le transport maritime, là aussi on est d'accord que, bon, aujourd'hui hein, c'est du fuel lourd, hein, c'est sale, ça pollue, on va passer à autre chose de plus propre. Ça peut être du méthanol, ça peut être de l'ammoniac, ça peut être donc d'autres carburants durables. Bon, voilà. Donc je fais l'hypothèse que j'ai besoin de 2,5 millions de tonnes de e-carburant. Alors, ça correspond à 5 millions de tonnes de méthanol, parce que vous verrez, la densité du méthanol est 2 fois moindre que les hydrocarbures. Bon, et on arrive à ce besoin-là, 1 million de tonnes d'hydrogène, l'électricité ça, et le CO2, 7 millions de tonnes. Donc si rien que pour les transports, je fais un point sur les transports, on a besoin de 2,2 millions de tonnes d'hydrogène, 16 millions de tonnes de CO2 et 140 TWh d'électricité. Là, ça commence à devenir encore plus lourd, bien évidemment. 2,2 millions de tonnes, c'est déjà dans les sommets des scénarios de production d'hydrogène vert, des scénarios RTE, par exemple. 16 millions de tonnes, là, on est déjà en plein dans ce qu'on avait comme horizon de CO2 accessible en 2050, et 140 TWh, eh bien, oui, bah, c'est 14 EPR, 13 EPR, et là, on ne les aura pas. Voilà, et en fait, je rappelle que donc, on a dépensé 140 TWh pour obtenir, au fond, 70 TWh sous forme de carburant liquide. Ceci exprimant en effet que tout ça ne se fait pas avec des rendements de 100%, même si à certains passages j'ai pris du 100%, mais c'est notamment la production d'hydrogène qui n'est pas à 100%. Donc on dépense beaucoup d'énergie pour en avoir qu'une partie. C'est toute la problématique. Hein. Le paradigme, le changement de paradigme majeur, c'est qu'on passe de composés qui sont les fossiles, qui ont l'énergie, qui ont de l'énergie dans leur liaison chimique, qui sont riches en énergie, à des molécules qui n'en ont pas du tout d'énergie. Et donc il faut dépenser pour avoir à peu près la même chose. Et comme les rendements ne sont pas de 100%, c'est encore pire, puisque une partie de cette énergie qu'on dépense ne sert à rien et est perdue. Voilà à quoi nous sommes confrontés. Bon, ça, je vous invite, de temps en temps, je vous donne des documents que vous pouvez aller voir, et si je vous les donne, c'est qu'ils sont fiables et
intéressant. Là, par exemple, et c'est souvent le cas d'ailleurs, l'Académie des technologies fait un travail tout à fait intéressant. Il y a un groupe énergie à l'Académie des technologies qui travaille très bien, qui produit des rapports, des documents. Donc là, il y a eu en 2023 proposition d'une feuille de route 2035 pour le développement de e-carburant. Bon, vous voyez, c'est à peu près le même type de données. 2050, 9 millions de tonnes de carburant durable, et puis 110 TWh. Bon, moi j'étais à 140 parce qu'il y avait un peu plus de carburant durable. Enfin bon, c'est à peu près les ordres de grandeur. Voilà, bon, mais ce n'est pas tout. Ça, c'est le transport. Et puis, il y a tout ce qu'il y a dans l'industrie chimique. Je l'ai évoqué, les solvants, les petites molécules, la chimie fine, les petites molécules organiques, les médicaments, et puis plus largement, parce que c'est la majeure partie du carbone, c'est les polymères, les plastiques. Bon, en 2020, enfin actuellement, cette partie-là a à peu près besoin de 80-100 TWh, à peu près 6 millions, en France, 6 millions de tonnes de produits pétroliers pour fournir toutes ces molécules carbonées de l'industrie chimique. Bon, je fais une hypothèse, c'est que tout ce pétrole-là qui sert, enfin c'est la pétrochimie, je le remplace par du méthanol comme précurseur de toutes les molécules dont nous aurons besoin. Et donc, j'applique cette équation qu'on verra tout à l'heure. Alors, je dis aussi, et je fais cette hypothèse, c'est pour vous expliquer un peu comment j'arrive à tout ça, c'est que dans ce cas précis, comme dans l'autre d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi des biocarburants dans l'avion, mais c'était les 35% complémentaires, mais ici, je fais un peu le même raisonnement en me disant on va utiliser quand même aussi de la biomasse comme source de molécules carbonées pour l'industrie chimique, donc, ce qu'on appelle les molécules biosourcées. Et le méthanol à peu près à la moitié. Bon, voilà, on arrive à cette quantité-là, et là, on rajoute 1,2 million de tonnes d'hydrogène, 8 millions de tonnes de CO2, 70 TWh de plus, si on veut aussi mettre des carburants durables synthétiques dans la pétrochimie, enfin dans la nouvelle pétrochimie qui n'est plus pétro, mais qui est CO2 chimie. Voilà, donc là, au fond, voilà à quoi j'arrive. Je crois que je vais m'arrêter là dans les applications, oui. Et puis, voilà à quoi on arrive, c'est colossal. 25 millions de tonnes de CO2, bon, c'est dans la fourchette maximale de ce qu'on prévoit de capter. Donc peut-être pas de limite de ce côté-là, même si je pense que c'est un peu irréaliste. Mais voilà, c'est dans la fourchette qu'on s'est fixé. Avec 3,4 millions de tonnes d'hydrogène, là on est vraiment très très au-dessus alors, pour le moment, il n'y a pas d'hydrogène vert, il y a très très peu. 3,4 millions de tonnes, donc je l'ai dit, il faut quand même rajouter les besoins qu'on a d'hydrogène pour faire de l'ammoniac. Il y aura quand même encore du raffinage de pétrole, il y aura d'autres utilisations, et aujourd'hui c'est 1 million de tonnes, donc on arrive à voilà, pratiquement, bon, si je rajoute 0,5 million, on arrive à 4 millions de tonnes d'hydrogène, c'est vert, électrolytique, c'est énorme. Là, on est confronté à un vrai problème, et évidemment, les besoins d'électricité, c'est 210 TWh, c'est absolument colossal. Évidemment, on pourrait dire, on ne prend pas de l'hydrogène vert, on prend de l'hydrogène gris. Là, pour le coup, on émettrait 32 millions de tonnes de CO2 pour en utiliser 25, ça n'a évidemment aucun intérêt. Bon, voilà les enjeux qu'on a, il faut réussir tout ça, capter ces grandes quantités de CO2,
produire de l'électricité bas carbone massive et être capable d'avoir les électrolyseurs, enfin les capacités d'électrolyse pour faire toute cette quantité d'hydrogène. Bon, maintenant je passe à ce qu'on fait de cet hydrogène. Hein. Alors, donc, toute la chimie dont je vais parler, c'est hydrogène plus CO2. Bon, j'ai mis en haut aussi hydrogène plus azote, il ne faut pas l'oublier, on fait de l'ammoniac, qui est un des produits certainement importants dans le futur. Et avec cette hydrogénation, eh bien, on peut faire du méthane. J'en parlerai. Bon, alors le méthane, c'est intéressant parce que c'est du gaz naturel d'aujourd'hui, donc on sait le manipuler, on sait le transporter, on sait le stocker, et on sait l'utiliser pour chauffer, enfin, etc. Donc, et produire de l'électricité, c'est les centrales à gaz, enfin, etc. Donc c'est une possibilité. Aujourd'hui, vous verrez qu'il y a très peu de projets pour faire du méthane à partir du CO2. Ça se comprend parce que pour le moment, on ne manque pas de gaz naturel. Donc, et vous verrez les coûts. Donc il n'y a pas vraiment, c'est pas une molécule qui manque sur le marché, elle n'est pas chère, et donc on ne va pas faire du méthane, en tout cas à court terme, à partir de procédés qui sont beaucoup plus énergivores et beaucoup plus coûteux économiquement. Et puis après, vous avez donc cette molécule, le méthanol, qui peut être un précurseur de tout un tas de choses. Précurseur de carburant, précurseur d'oléfines, les oléfines elles-mêmes étant des précurseurs de tout un tas de produits, et en particulier de polymères. Et donc là, ça peut servir ça peut jouer un rôle clé dans l'industrie chimique pour tout un tas de choses, y compris pour le transport aussi. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Donc le méthanol, je crois, est vraiment une molécule d'intérêt. Bon, ça, c'est pas tellement d'intérêt parce que je ne l'utiliserai pas souvent, mais c'est juste pour dire que ce que vous voulez, ce sont des molécules qui ont une très forte densité énergétique massique par unité de masse, et aussi des molécules qui ont une très forte densité énergétique volumique. L'hydrogène, typiquement, quand il est liquide, il a une densité énergie massique, ça ne change pas le fait qu'il soit liquide ou gazeux, de 120 mégajoules par kilo. Avec 8,5 mégajoules par litre, c'est faible, mais c'est encore raisonnable. Évidemment, quand il est gazeux, vous voyez, il est minable du point de vue des densités volumiques. Enfin, en gros, pour avoir la même énergie, enfin, si vous voulez une voiture à hydrogène avec de l'hydrogène gaz, il faut une sorte de camion-citerne derrière chaque voiture, ce qui est évidemment pas pratique. Et donc, ce qui est intéressant avec kérosène, essence, c'est leur grande densité énergétique volumique. Et vous voyez que le méthanol dont je parle, bon, c'est 2 fois moins. Mais c'est quand même intéressant. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on regarde, alors ça aussi c'est assez intéressant, sachez qu'il y a un bureau français des e-fuels. Voilà, un observatoire international des e-fuels qui publie un certain nombre de données. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous voyez ici j'ai pris je crois que c'est un des derniers travaux en avril 2025. Bon, ce qu'on voit c'est que au fond tous les projets aujourd'hui portent sur 3 molécules. Le méthane d'une part, le méthanol d'autre part et le kérosène. Hein. Bon, ici à nouveau vous avez les densités massiques, d'énergie massique, sauf qu'ils sont maintenant, au lieu d'être en mégajoules, en kilowattheure par kilo. Voilà, c'est quelques chiffres ici. On retrouve le facteur 2 hein, pour le méthanol. Alors, le méthane, je l'ai dit, pourquoi il y a des projets? Il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, vous voyez les quantités, ça c'est pour la France, hein, les quantités prévues de production de méthane, c'est rien, quoi, c'est pratiquement rien. C'est un peu plus hein, pour le méthanol, vous voyez, 600 000 tonnes, 250 000 tonnes pour le kérosène. Voilà, alors pourquoi le méthane est intéressant malgré tout? Bien parce que
voilà, c'est une molécule qui est déjà dans nos infrastructures, dans notre environnement. On l'utilise tous les jours dans les maisons pour chauffer, pour faire la cuisine, on sait stocker, on sait transporter. Voilà, on peut les mettre dans des moteurs. Bon. Le méthanol, intéressant parce que c'est un liquide. Et donc, on peut le mettre dans l'essence. On peut l'utiliser comme carburant, et puis surtout, c'est un précurseur pour l'industrie chimique. Et puis le kérosène, c'est surtout pour le transport aérien. Il n'y aura pour le moment pas d'alternative. Il faut du kérosène. Voilà. Donc, revenons à cette équation, enfin, à quelques équations chimiques. Le méthane, c'est cette réaction d'hydrogénation CO2 plus 4 hydrogènes, 4 molécules d'hydrogène donne CH4 plus de l'eau. C'est la réaction de Sabatier, hein, donc vous voyez, c'est pas nouveau, 1897. Donc ce sont des réactions qui se produisent, alors il y a tout un tas de procédés divers, mais en gros, avec une température élevée, mais pas très très élevée, avec une certaine pression. C'est une réaction catalytique, il faut des catalyseurs, avec un certain rendement. Voilà. Et donc, l'idée, c'est. Alors ici, c'est du CO2 biogénique, hein, issu de méthaniseurs qui traitent des déchets biologiques et des matières organiques. Vous récupérez le CO2, vous faites réagir dans une usine de méthanation, et puis vous avez du méthane que vous pouvez utiliser dans toutes sortes d'usages. Voilà. Bon, là, j'ai vraiment exagéré, mais vous divisez partout. C'est juste pour, à nouveau, est-ce qu'on peut remplacer le méthane le méthane, le gaz naturel que nous utilisons aujourd'hui par du e-méthane, et là, pareil, même type de calcul, ça fait combien? Alors là, on est très au-dessus des... Vous voyez, l'aviation, j'avais dit 8 millions de tonnes. Hein. Bon, là, c'est 360 TWh. Alors 8 millions de tonnes, j'avais dit que c'était... je ne sais plus combien de TWh, mais enfin, c'est très en dessous de ça. Donc aujourd'hui, la France consomme 360 TWh de gaz naturel. Bon, alors 360 TWh, c'est l'équivalent de 26 millions de tonnes de méthane. Si je le faisais sous forme de la réaction que j'ai indiquée, la réaction de Sabatier, bon, voilà ce que ça donne. 80 millions de tonnes de CO2, 15 millions de tonnes d'hydrogène et 800 TWh d'électricité. Bon, tout ça, évidemment, est exagéré parce que j'ai pris tout le gaz naturel d'aujourd'hui. Demain, qu'est-ce que ça sera? Moins, probablement, de gaz, parce qu'il y aura plus d'électrification directe. Il y aura du biogaz qui sera utilisé, qui ne sera pas du e-gaz. Bon, ça fera moins, mais de toute façon, c'est des quantités considérables. Oui, ici aussi mentionné, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais des questions de coût, hein, d'un tel méthane. Aujourd'hui, voilà, le prix du gaz naturel, c'est de l'ordre de 0,4 euros par kilogramme, 25 euros par mégawattheure. Bon, avec un certain nombre d'hypothèses, le prix de l'électricité à 50 euros par mégawattheure, qui me semble à peu près raisonnable. Et si on rajoute les coûts de la capture du CO2, du transport du CO2, du transport de l'hydrogène, enfin, etc., etc., bon, on arrive à 3 euros du kilo, 200 euros par mégawattheure. Donc pour le moment, ce e-méthane, il est 8 fois plus cher, il est entre 8 et 10 fois plus cher que le méthane sur le marché. Donc évidemment, ça ne colle pas économiquement. Et pour que ça se fasse, il faut évidemment améliorer ce coût. Tout ça est assez cohérent. Mes petits calculs là, de coins de table ils ne sont pas que de coins de table. Hein. Ils sont sérieux.
Non, mais on retrouve à peu près les mêmes chiffres dans les publications. Ici, je prends ce papier dans Nature Climate Change de 2021. Vous voyez ici, c'est exactement le même chiffre, 200 € par mégawattheure. Alors avec différentes contributions, avec une hypothèse d'ailleurs que j'ai découvert après qui est la même que la mienne, 50 € par mégawattheure aujourd'hui et qui descendrait à 30 € par mégawattheure en 2050, pourquoi pas, on n'en sait rien, ce que sera le prix de l'électricité en 2050, mais ce sont des hypothèses, avec le prix du CAPEX pour l'électrolyse, et puis le prix de la tonne de CO2 captée par la capture, 460 € par mégawattheure, qui deviendrait 50 en 2050. Mais même avec ces diminutions énormes, puisque vous voyez que la capture, elle est divisée par 10 dans ces hypothèses, vous voyez qu'on arrive ici à quelque chose de l'ordre de 70 € par mégawattheure. Bon, on est encore, dans ces meilleures hypothèses, assez au-dessus du méthane d'aujourd'hui. Donc il y a un problème économique. Voilà. Alors, le méthanol maintenant. Alors aujourd'hui, comment le méthanol est produit comment? Alors il est produit à partir de fossiles. De toute façon, c'est tout le temps comme ça aujourd'hui. Donc la première étape, c'est de produire ce qu'on appelle du gaz de synthèse, j'en ai déjà parlé, c'est ce mélange CO-hydrogène. Donc on peut le faire soit à partir du charbon, c'est cette équation simplifiée, soit à partir du gaz naturel, du méthane, et c'est cette réaction-là. Ensuite, on a besoin d'ajuster le rapport CO-hydrogène dans ce gaz de synthèse, et donc on utilise cette réaction qui est la réaction inverse du gaz à l'eau, c'est la réaction du CO avec de l'eau pour donner du CO2 et de l'hydrogène. Et donc vous voyez que là, en transformant du CO2 en hydrogène, du CO en hydrogène, on change les rapports COH2 qu'on a obtenus dans les étapes précédentes. Puis ensuite, quand on a obtenu le bon ratio entre CO et hydrogène, 1, 2 ici, dans une réaction qui est sous pression avec une certaine température, des catalyseurs, on obtient le méthanol. Donc vous voyez là, ce n'est pas directement du CO2 qui réagit avec l'hydrogène. Voilà. Alors aujourd'hui, ce méthanol, à quoi il sert ? Eh bien, il sert à tout un tas de choses multiples, tout un tas de petites molécules qui sont utilisées dans l'industrie. Il sert comme additif à l'essence et surtout, il sert comme source d'oléfine, je l'ai dit, source de formaldéhyde également. Ça, c'est l'utilisation du méthanol à l'échelle mondiale. Alors, quelles sont maintenant les stratégies de synthèse, non pas du méthanol à partir des fossiles tels que j'ai indiqué, mais de e-méthanol. Et là, il y a différentes stratégies qui n'ont pas les mêmes degrés de maturité industrielle. Celui qui est le plus mature, c'est celui-là. C'est ce que j'ai déjà indiqué. Vous faites de l'hydrogène, vous avez capté du CO2 et vous avez un réacteur de réaction de l'hydrogène sur le CO2. Ça, c'est la réaction directe. CO2 plus hydrogène donne méthanol. Vous avez un deuxième procédé qui est moins mature, vous voyez TRL, où vous faites de la coélectrolyse de l'eau et du CO2. Dans cet électrolyseur, vous faites à la fois de la décomposition de l'eau et de la réduction du CO2 en CO, et vous obtenez votre mélange gaz de synthèse H2 et CO, et ensuite vous l'utilisez comme précédemment pour faire du méthanol. Mais là, vous voyez, ce n'est pas du CO2 qui réagit avec de l'eau, de l'hydrogène, c'est du monoxyde de carbone qui est lui-même issu de cette électrolyse du CO2. Et puis vous avez la dernière stratégie, qui est celle que nous travaillons au laboratoire, qui est dans mon labo et dans d'autres dans le monde, qui est l'électrolyse du CO2 direct, où là, l'eau, il y a besoin d'eau, mais l'eau n'est pas transformée en hydrogène. C'est le CO2 qui est directement transformé par injection d'électricité en méthanol, par cette réaction. C'est une réaction à 6 électrons, 6 protons. Et l'eau est transformée en oxygène. C'est un procédé qui est beaucoup moins mature sur le plan industriel et qu'il faut travailler. Voilà, donc ça c'est la même chose. Simplement, ça ce sont par exemple ce que vous trouvez dans ce document. La première méthode, effectivement, c'est la seule voie qui est aujourd'hui considérée par les porteurs de projets.
D'accord? C'est CO2 plus hydrogène donne méthanol. C'est la première que j'ai indiquée en haut. La deuxième, il y a quelques projets, mais très peu, de coélectrolyse. Et la dernière, l'intérêt étant que vous n'avez qu'un seul réacteur, et pas deux comme dans ces cas-là, et ça c'est intéressant sur le plan industriel. C'est pour ça qu'on développe ça, on essaye de développer ça au laboratoire, et j'en parlerai à d'autres occasions, et notamment en lien avec des industriels qui considèrent qu'en effet c'est une option intéressante par le fait que du point de vue du CAPEX, c'est intéressant. Voilà, alors considéré comme la technique la plus prometteuse, peut-être, en tout cas on travaille là-dessus, j'en parlerai. Oui, voilà, il n'y a peut-être pas besoin d'en dire beaucoup plus là-dessus. Oui, enfin, ça, c'est la même chose. Hein, bon. Alors, donc si on prend cette équation, ce procédé qui aujourd'hui fait l'objet d'expérimentation industrielle à une certaine échelle et de beaucoup de projets, comme vous allez le voir, et c'est celle d'ailleurs, cette réaction dont nous parlera Christophe Copperet tout à l'heure. Voilà, cette réaction, c'est une réaction exothermique, aussi pression, température, purification du méthanol par distillation, et très important, il faut des catalyseurs extrêmement spécifiques, l'idée étant que, évidemment, l'hydrogénation du CO2 peut donner toutes sortes de produits, il faut arriver à obtenir une transformation sélective en méthanol. Là aussi, vous voyez, aujourd'hui, la France, c'est une utilisation. Tout à l'heure, je disais que le monde, c'était 230 millions de tonnes de méthanol. Aujourd'hui, la France, ça utilise à peu près 1 million de tonnes de méthanol. Vous voyez, déjà, ça fait des quantités assez importantes pour ce million de tonnes de méthanol, et on veut en faire beaucoup plus. 10 millions de tonnes serait raisonnable. Mais vous voyez, ça commence là aussi à faire des quantités importantes. Et en fait, vous voyez, le problème, il est là. Il est constamment là, c'est-à-dire que, je vais expliciter ça, mais si vous voulez, on est en train de parler de procédés électriques. Et à la fin, le problème, c'est la consommation d'électricité. C'est à la fois la quantité d'électricité qu'il faut et le coût de l'électricité, et donc le coût de la molécule électrique que nous produisons. Et c'est parce qu'il faut beaucoup d'électricité pour produire cet hydrogène dont nous avons besoin pour transformer le CO2 en molécules organiques. C'est parce que les rendements ne sont pas encore satisfaisants qu'on n'avance pas, parce que, je l'ai dit, l'hydrogène vert, on n'avance pas, parce que ça continue à être cher en coût énergétique et cher en coût économique. Donc ça coince de ce point de vue-là. Et que ce soit pour les applications de l'hydrogène ou pour tout ce que je vous raconte à propos des e-fuels d'une manière générale, l'enjeu majeur, c'est d'avoir une électricité moins chère et des rendements des procédés de production de l'hydrogène meilleurs que ceux qu'il y a actuellement dans les électrolyseurs. C'est ça l'enjeu. Alors, les gens y ont beaucoup travaillé sur les électrolyseurs. C'est difficile, mais il faut continuer. Il n'y a pas de raison de penser qu'on n'arrivera pas à diminuer tous ces coûts. Mais simplement, vous voyez tout simplement que le prix, c'est évident, mais bon, voilà, le prix des carburants tirés du CO2 sont juste proportionnels au prix de l'hydrogène. C'est la courbe bleue pour le méthanol, mais c'est toutes les courbes pour oléfine, gasoil, enfin tout ce qui est dérivé du CO2. Et si on prend un hydrogène voilà, qui est dans la gamme des hydrogènes verts aujourd'hui, de 6 € par kilo, eh bien en gros, voilà, vous voyez que pour le méthanol, le e-méthanol,
Alors peut-être que Christophe nous donnera d'autres chiffres, mais en gros, aujourd'hui, le méthanol, c'est 0,4 euros par kilo. Bon, voilà, ça nous fait au mieux un e-méthanol à 2 euros par kilo. Alors c'est quand même un facteur 5. Hein. Payer un produit 5 fois plus cher que ce qui existe sur le marché, bah, il faut avoir envie. Et donc il faut diminuer tout ça. Voilà. Juste quelques éléments d'où on en est dans les projets actuellement. Ici, une cartographie des projets à l'échelle du monde. Là, ce sont les projets de plus de 0,5 TWh qui sont annoncés publiquement. Et comme vous le voyez, il y a des comportements différents dans les différents pays. Donc en jaune, c'est le méthanol, en rouge, c'est le méthane, le kérosène en vert, et en bleu, gazole, essence. Alors ce que vous voyez, c'est que, bon, d'abord, c'est évidemment l'Asie qui a le plus de projets en quantité totale d'énergie, mais ce qui est assez caractéristique, c'est qu'ils mettent le paquet sur le méthanol. C'est en Asie qu'on met le paquet sur le méthanol. Et vous voyez, l'Europe, il y a du méthanol, mais c'est là où on met le paquet sur le kérosène. C'est assez différent, mais c'est lié au fait de cette régulation par la Commission européenne, le Parlement, le fameux ReFuel EU Aviation, c'est qu'on impose à l'aviation de rapidement mettre du kérosène dans les avions, ce qui n'est nulle part le cas ailleurs, et donc ça pousse en effet les projets vers le kérosène. Et en Amérique du Nord, bah, c'est assez équilibré. Et vous voyez, il n'y a qu'en Amérique du Nord qu'il y a des projets gazole, essence issus du CO2. Amérique du Sud aussi, beaucoup de méthanol. Voilà. Donc c'est ce qui est dit dans ce texte. Hein. L'Europe concentre 32% des capacités mondiales annoncées. Elle se distingue par l'accent sur les carburants d'aviation durable, avec 75% des capacités mondiales annoncées de production d'e-kérosène. Voilà, ben, c'est ce que j'ai dit. Hein. C'est le cadre réglementaire qui inclut donc une certaine quantité de e-kérosène dans les avions. Alors, comme d'habitude, l'Europe manque de réalisation. À ce jour, aucun projet n'a franchi l'étape de la décision finale d'investissement, ni démarré sa construction. Vous voyez, on parle depuis une heure, je parle de millions de tonnes de CO2 qui vont être captées et transformées en méthanol ou en kérosène, mais bon, vous voyez, pour le moment, on n'a rien. Voilà, ça c'est quoi? Oui, le e-fuel, bon, le e-fuel en Europe, ben, bon, il y en a un peu partout, mais comme vous le voyez ici, beaucoup de e-kérosène, méthanol en jaune, méthane pratiquement rien. Oui, ça c'est voilà. Et en méthanol, bah, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure. Je crois qu'il n'y a pas tellement voilà, la Chine concentre à elle seule plus de la moitié des capacités de production de e-méthanol annoncées. Donc c'est vraiment en Chine que ça se passe. Je ne sais pas, peut-être tu nous en diras quelque chose, puisque tu vas de temps en temps en Chine. Voilà, je veux juste mentionner qu'il y a peut-être deux projets assez exemplaires, je dirais d'une certaine façon, en France. Ces deux projets, c'est Innovi. Donc ça, c'est un cimentier, Vicat, qui travaille avec EDF pour produire de l'énergie, de l'hydrogène électrique et de capter le CO2 au niveau des cimenteries. Ça se passe en Isère. De capter le CO2 et de le transformer pour faire du méthanol. Et puis vous avez aussi dans la région de Lac tout un tas d'infrastructures qui se mettent en place pour produire des biocarburants et aussi du méthanol. Et ça vise dans les deux cas à peu près 200 000 tonnes par an de CO2. Bon,
je crois que ce n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail. Si, peut-être, où est-ce qu'on en est de Innovi. Il était prévu donc 200 000 tonnes de méthanol par an, avec un électrolyseur de 330 MW. En 2027, ça a été un peu diminué. L'électrolyseur ne fait plus que 180 MW. Voilà. Et le projet est prévu pour une mise en exploitation prévue en 2027. Et pour le second, voilà, le projet est estimé à 2 milliards d'euros. Pour le moment, ils ont 320 millions d'euros, donc ils sont assez loin du compte. Bon, ça fait partie des difficultés qu'il y a avec ce type de projet. Je ne sais pas si j'ai le temps de parler de ça, ça peut-être pas tellement... Oui, si, je peux dire juste un mot. Non, je crois que je vais m'arrêter là. Voilà, je voudrais conclure. Voilà, aujourd'hui, on a l'exemple de ce qui est à la fois le plus clair d'une certaine façon et le plus avancé en termes d'hydrogénation du CO2 pour faire des e-fuels, des carburants durables. Alors, vous voyez que c'est le plus avancé, mais ce n'est pas très avancé. Donc on est vraiment confronté ici à des problématiques difficiles. À nouveau, ça permet de relativiser tous ceux qui racontent que en très peu de temps, la planète sera couverte de e-fuel et de carburants de synthèse. Non, ça ne sera pas le cas. Ça viendra petit à petit. Il y a encore mais souvent je conclue de cette façon-là, mais je ne peux pas faire autrement. Ça nécessite encore de la recherche fondamentale, technologique, industrielle. À nouveau, le temps de la recherche est plus long que celui des décisions politiques. Et puis sans parler évidemment de l'aspect financier. Tout ça coûte de l'argent et donc il faut investir. Voilà, on est au début de ces histoires-là. Et du point de vue donc de la recherche, alors Christophe va nous dire des choses sur comment on essaye d'améliorer les procédés. Tu vas parler de l'hydrogénation de CO2 en méthanol, je crois, donc on va rester dans le sujet. Il va nous montrer, comment on essaye d'avancer avec des nouveaux catalyseurs, des nouvelles technologies. Et ce qui va être très très intéressant, il va vous parler, et là on est vraiment dans l'émergence des nouvelles choses passionnantes pour des chimistes comme nous, chimistes des matériaux, c'est comment l'intelligence artificielle commence à rentrer dans la recherche de matériaux catalytiques pour ce type de réaction. Voilà. Je vous remercie. Comme d'habitude, on discutera après l'intervention de Christophe. Merci.